Le dimanche 8 septembre, dès les premières heures, vers 6 heures du matin, Météo France nous alerte d'un épisode pluvieux orageux très important sur le département du Gard, les départements limitrophes de l'Hérault et de la Lozère. Ce niveau de vigilance, que nous qualifions d'orange, est déjà exceptionnel pour cette période. Très rapidement, nous nous rendons compte que, suivant les précipitations, le secteur de Bagnols-sur-Cèze, Alès, Anduze, Sommières, Saint-Genès-Malgorès sont largement concernés par cet événement pluvieux. À 5h30 du matin, il criait au secours. À 5h moins 20, c'était très peur. Ça a monté à peu près à 1m50, 1m60. L'apocalypse. Vidourle va sortir à l'intérieur de Sommières, donc vous devez prendre toutes les mesures conservatoires concernant les biens et les personnes. Le 8 et le 9 septembre, 2 jours exceptionnels puisqu'on connaissait les vidourlades, nous sommes habitués. Après un vidourle d'1m50 ou d'1m60 ou de 2 mètres ou de 2 mètres 40, on sait gérer. Là, je me suis retrouvé devant une situation exceptionnelle. C'était pas une situation de vidourlade, mais c'était une catastrophe. On enlève tout, parce que sinon dans 2 minutes il est là. C'est le Vidourle, fleuve côtier connu pour ses crues, les célèbres vidourlades. Celle-ci va être terrible. Depuis la mi-journée, de violents orages s'abattent sur le Gard, l'est de l'Hérault et le Vaucluse. Le déluge va durer 36 heures. Par endroits, il tombera 680 mm d'eau, l'équivalent d'une année de pluviométrie. Le Gardon-le-Vistre vont sortir eux aussi de leur lit, prenant au piège en quelques minutes des centaines d'automobilistes, des milliers d'habitants. L'autoroute A9 est coupée, l'eau, elle, continue son infernale montée. Daniel? Bon ben nous on est bloqués, il y a 1 mètre d'eau, on est bloqués. À Champion. Là c'est une famille, un couple avec 2 enfants en bas âge qui se sont fait prendre par la montée des eaux. Donc on est arrivé à ce moment-là, on a pu les mettre en sécurité. En fait ça s'est passé en 2 phases. Il y a eu la première nuit où la première mesure ça a été de procéder à des mises en sécurité de personnes sur tout le secteur. Avec tous les moyens du bord, ambulance, camion 4x4, tout ça. Et on a effectué énormément de mises en sécurité de personnes sur le toit des voitures, de partout. Et ensuite, on a eu le problème directement lié aux inondations. Donc ça a été une deuxième étape. Mais il faut quand même savoir que pendant la première étape, ça a duré quand même pendant près de 4 heures, où on a été tous azimuts à mettre les gens en sécurité, parce qu'il y avait des gens de partout sur leur voiture qui sont retrouvés piégés par la flotte. Peu avant minuit, le cadavre d'une première victime est retrouvé à Fons-Outre-Gardon. Dans le département du Gard, 80% des routes vont être inondées. Entre Nîmes et Alès, 2 trains express régionaux doivent rebrousser chemin. En préfecture, dès le début de soirée, une cellule de crise est activée. Il va falloir coordonner les secours. Près de 700 hommes, sapeurs-pompiers, gendarmes et soldats, mais aussi des volontaires, vont tenter d'évacuer dans l'eau et le froid des milliers d'hommes et de femmes. On a monté tout ce qu'on pouvait à l'étage et là on évacue les bêtes et puis à côté on va évacuer la dame qui a 85 ans, donc on va essayer de l'évacuer et partir parce que là apparemment ça va monter. 8 véhicules blindés de l'armée sont appelés à la rescousse. Venus du camp des Garrigues près de Nîmes, ils peuvent circuler dans 1 mètre d'eau. Sacré renfort pour les sauveteurs, aux prises depuis déjà plusieurs heures avec la tourmente des flots. Près de Galargues dans l'Hérault, un sapeur-pompier hérolté de 43 ans va payer de sa vie le sauvetage d'automobilistes pris dans un torrent d'eau. Au fil des heures, plus d'1 millier de sinistrés sont récupérés, mis au sec, dans des centres d'hébergement. On nous a dit qu'il ne fallait pas partir, que c'était dangereux, alors voilà, on s'est arrêté. Jusqu'à ce qu'on puisse nous dépanner pour venir dans cette salle à Villevieille. Vous êtes prêts à passer la nuit ici? Est-ce qu'on a le choix? J'aimerais bien que, j'espère pas, mais bon, je crois qu'on n'a pas le choix. Chaque commune va ainsi réquisitionner les rares bâtiments hors d'atteinte d'une eau toujours montante pour y improviser des refuges.
On met en place tout simplement... Des moyens de fortune. Moyens de fortune en toute simplicité, un peu de café pour les gens qui arrivent et qui sont accueillis le mieux possible, mais malheureusement en toute simplicité, quoi. La solidarité commence à jouer, chacun apporte ce qu'il peut pour aider les sinistrés. Les sapeurs-pompiers apportent aussi un peu de réconfort, tout en recensant les identités des personnes accueillies et en s'inquiétant de leur état. Il s'agit aussi de cerner les éventuels disparus. Certains ont failli en être. On voulait aller sur Armand, enfin sur Maine exactement, puis il allait monter de suite, quoi. En 30 secondes, on était obligé de sortir de la voiture. On a eu le temps de les détacher et puis partir vite fait. C'est la première fois que je vois la Viguière monter. Déborder comme ça, à 23 ans que j'habite au Remoulin, jamais vu. Avec la barrière des Cévennes, le Gard et l'Est de l'Hérault sont depuis des siècles un déversoir naturel pour les violents orages. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont des orages qu'on appelle régénératifs, c'est-à-dire que ce sont des nuages, des orages qui se développent à un endroit donné, qui se décalent dans le sens du vent, mais qui au fur et à mesure se régénèrent sur place. Donc c'est sans cesse de nouvelles cellules orageuses qui se développent. Et apparemment, l'orage est stationnaire. Alors, le caractère exceptionnel, c'est que c'est resté en place pendant très longtemps. D'habitude, ça reste en place 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça fait déjà des cumuls importants. Là, c'est resté en place pendant très longtemps et c'est ce qui a généré ces cumuls de pluie si importants. Une cinquantaine de personnes qui sont frigorifiées, bloquées dans leur voiture. C'est la gendarmerie qui vient d'appeler. Entre Souvenir et Guessaumière. Qu'est-ce qu'on fait en gymnase? Il faut le gymnase qui puisse se mettre au chaud. Ce qui est sûr, c'est que ça monte très vite. Donc prenez vos précautions, évitez de prendre la route. Il faut penser peut-être à la nourriture, à quelque chose. Bon, nous, on va essayer de réquisitionner un boulanger. Il a fallu mettre en place des mesures de mise en protection des biens et des personnes, mais rapidement aussi, au bout de 48 heures, les problèmes de nourriture et médicaments. Donc, avec les services techniques, on a mis en place le plan communal de secours, qui fait que celui-ci a permis de réquisitionner Intermarché, qui, je rappelle, n'a pas été le seul magasin sur la région à ne pas être inondé, et qui nous a servi de base d'alimentation pour l'ensemble de la population, à travers le pain, l'eau, le lait pour les enfants. Donc j'ai été confronté à ce genre de situation, et que rapidement, les besoins se faisant sentir, je prenais les dispositions au moment où elles se produisaient, où elles étaient demandées. Ça a été pas facile, parce que je rappelle, nous ici on est isolés en mairie, puisque à droite, à gauche, devant et derrière on avait de l'eau. Donc il a fallu imaginer tout un tas de solutions pour pouvoir se faire ravitailler. Il faudra mettre du monde là-dessus. Bon, on est isolé. On ne peut pas engager d'engin vu que la clinique, on n'a pas pu y aller parce qu'on ne peut pas accéder jusqu'à là-bas. On est bloqué sur Fournaise. Tout à l'heure il m'a parlé peut-être des renforts du 13, je ne sais pas s'il pouvait en avoir. Oui. Nous avons un petit problème du côté de la place des Airs, où on a 3 personnes qui devraient être évacuées, mais on n'y arrive pas ni en embarcation ni avec les plongeurs. Donc on a demandé un hélicoptère. Il faut les faire atterrir au CES. Au CES, qui est-ce qui s'en occupe? Il y a les plongeurs et le CCF. La pluie n'a pas cessé de toute la nuit. À 1h30 du matin, l'alerte rouge a été déclenchée dans le département du Gard. On a eu peur et l'eau continue de monter. Elle n'est pas montée cette nuit, la propriétaire nous a hébergés. Et quand on est arrivé ce matin, bon, l'eau était au perron de la porte, mais là, l'eau continue de monter. Là. Alès est coupé du monde. 6 pompes permettant d'y accéder sont inutilisables, le central téléphonique de la ville noyé, les relais de téléphone mobile hors service. Du haut de ses 2000 ans, le pont du Gard a résisté lui au flot. Pas les nouvelles infrastructures d'accueil construites pour le tourisme, sur une rive déjà inondée par le passé. C'est la deuxième que je vois. Nîmes, de son côté, respire. Celle à qui les Romains prédisaient qu'elle périrait un jour sous les eaux n'a pas revécu le cauchemar des inondations d'octobre 1988 et leurs 10 morts. Cette fois-ci, les bassins de rétention ont joué leur rôle, bloquant 175 000 m3 d'eau. Une victime est cependant à déplorer. À 10 h, la cellule départementale de coordination des secours active sur ordre préfectoral le plan Orsec dans le Gard. Toutes les principales voies de communication sont sous l'eau. Il faut faire appel à des renforts des départements voisins. 7 hélicoptères, 12 véhicules amphibies, des bateaux et 1000 hommes vont venir grossir les moyens de sauvetage. À 6h moins le quart, la sirène a sonné alors 4 ou 5 fois fort. J'ai dit ça c'est le Vidourle.
Le Vidourle connaît sa plus forte crue depuis 1933. À Marcillargues, une vague de près de 7 mètres fait céder des digues. Les 5000 habitants se retrouvent inondés. La plaine de la Calmette entre Nîmes et Alès n'est plus qu'un énorme bassin où le Gardon s'est étalé. Ce qu'il faut dire, c'est que la Calmette, dès 17h, 18h, faisait un petit peu office d'île sur un territoire submergé qui allait d'Alès à Nîmes, sur la nationale 106. Et donc on s'est retrouvé un petit peu en mesure d'accueillir tout un tas de naufragés de la route. Donc on a immédiatement ouvert les bâtiments communaux, le foyer communal, les écoles pour loger tous ces gens. J'ai réquisitionné le supermarché pour les nourrir. Et il y a eu une très grande entraide qui s'est mise en place avec à la fois le personnel, les élus et les villageois de la Calmette qui ont bien répondu et qui ont fait preuve d'un élan de solidarité extraordinaire. Au cru des fleuves et rivières sont venus se rajouter des milliers de mètres cubes d'eau qui ont submergé les barrages de la Rouvière et de Sérac. 85% du département du Gard est sous les eaux. Il faut remonter à 1610 pour trouver trace d'un tel séisme. Sur le Gard et l'est de l'Hérault, près de 150 000 foyers sont privés d'électricité, de téléphone et d'eau potable. La vie s'est arrêtée. Pas question d'aller travailler ou à l'école. Tout est bloqué, tout est noyé. À Sommières, la cote d'alerte a été dépassée. Les blindés amphibies du 2e régiment étranger parachutiste de Calvi en exercice dans la région se retrouvent pris au piège de l'eau en venant au secours de sinistrés. L'armée perdra ainsi 2 blindés dans des opérations de secours. C'est jamais monté aussi rapidement que ça, quoi. Même avant, quoi. Ça s'arrête à la poste, mais là, c'est dans un état... Oh là là là, je sais pas ce que ça me fait. Porte de papier. Il y a quelqu'un dedans? Tu peux rentrer par là? Ah non, L'eau appuie sur les portes internes et on peut absolument pas, il peut pas sortir. Ben voilà. Allez, merci. Hein. Sur 3 jours, plus de 600 hélitreuillages et près de 1500 sinistrés héliportés après de longues heures sur les toits ou dans les combles. Mais il a en pyjama, moi aussi, on n'a plus de chaussures. Mais c'est pas grave. Camping, camion, voiture, sauf le chien. La voie des airs va permettre aussi aux autorités de mieux cerner l'étendue des dégâts. Donc en fait, je suis arrivé le matin à 7h au CODIS. Comme en 88, je suis arrivé au CODIS et tous les secteurs du département, tous les pompiers demandaient à grands cris de portable, radio ou téléphone des renforts, des hélicoptères, parce qu'en fait c'était pratiquement le seul moyen de secourir correctement les personnes qui étaient isolées sur les toits avec 3 mètres d'eau. Je suis rapidement rendu à Garot. J'ai pris un hélicoptère avec un de mes adjoints à l'école, Gilles Guérin. Et ensuite on est parti sur le nord du CODIS se rendre. Notre mission c'était Brignon, chacun à son compte, comme tous les hélicoptères qui étaient sur les lieux. Et bien à vue, on voyait sur un toit 8, 10, 15 personnes, sur notre toit 20 personnes, sur notre toit 12 personnes. On se rendait sur le toit, on treuillait en descendant sur hauteur sur le toit, on treuille les personnes. Et on évacue les personnes sur un stade ou sur une place de village où des pompiers les récupèrent et les laissent aller.
Et comme pour Nîmes 88, où je crois qu'on a dû faire 65 interventions. Hein. Là, on a fait 102 interventions dans la journée. On a commencé à Brignon, puis la Réglisserie, puis la Calmette, ensuite Vers, Pont du Gard, Gros Moulin, et dans la soirée, on a fini sur Codolet. Il a dit qu'il avait 1 mètre d'eau et qu'il allait se débrouiller pour sortir. Et depuis, nous n'avons plus de nouvelles. Eh bien, on essaie de repérer ce bonhomme qui est dans l'eau. Hein. Comme il crie au secours, on essaye de le localiser. Hein. À Nîmes 8 de 9, j'ai une embarcation à disposition avec plongeur. Les premières éclaircies vont permettre aussi de rechercher la dizaine de personnes portées disparues. La difficulté d'approche, c'est surtout le repérage des personnes dans l'eau. Parce que souvent, ces personnes-là sont réfugiées dans les arbres et on a du mal à les discerner des branchages. Pour Lunel, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Même pas un bus, ni rien. Vous savez pas si les autoroutes elles sont ouvertes ou pas pour venir nous chercher? Le préfet interdit toute circulation routière et ferroviaire sur Nîmes. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Depuis dimanche soir, le trafic SNCF avec le Gard est interrompu. Il y a le train qui part. Bon, ils ne peuvent même pas venir nous chercher, donc je ne sais pas comment faire. L'une de nos équipes de reportage a pu enfin rallier Alès. En passant par la nationale 106, l'une des premières inondées dans la plaine de la Calmette, elle découvre un spectacle ahurissant. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, rejoint au petit matin son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, arrivé la veille dans le Gard, pour prendre à son tour la mesure de la catastrophe. Il y a encore beaucoup de gens qui sont encore très... On a vu ça là, il y a de là-haut, vous devez voir nous, là, en bas de là-haut. c'est impressionnant. J'engage dès aujourd'hui les procédures pour les catastrophes naturelles et pour les calamités agricoles, que nous avons d'ores et déjà dégagé une enveloppe de 10 millions d'euros pour les aides d'urgence personnalisées, pour les premiers travaux, pour le soutien aux collectivités territoriales. La route se situe là où vous voyez l'abribus, qu'on voit à peine, le toit, les panneaux, c'est dès le passage. C'est la route nationale, tout ça. Le village est adossé à une digue qui nous protège des crues du Gardon, qui nous a protégés des crues du Gardon jusqu'à maintenant. Une digue qui a été faite en 1925. À 21h la veille, le tocsin a sonné à Aramon, surprenant les habitants pour la deuxième nuit consécutive. On a passé la nuit en haut. Tout le sous-sol, tout le bas, la cuisine, le salon sont complètement détruits. Il fallait s'y attendre. Dans l'Hérault aussi, les ruptures à retardement de digues, sous la pression des milliers de mètres cubes d'eau, vont faire déferler de nouvelles vagues d'effroi. De nouveaux sinistrés sont venus grossir les rangs des centres d'hébergement. Il fallait pouvoir déstresser ces personnes-là, les rassurer, leur dire que maintenant ils étaient à sec, leur donner une alimentation, de leur donner des vêtements chauds, la possibilité de se coucher. Après avoir fait couler de l'eau, ces digues font couler aussi l'encre de la polémique. À Aramon, ce sont les systèmes d'alerte qui sont pointés du doigt. Le maire et les habitants ne comprennent pas pourquoi on leur avait annoncé une décrue sans les prévenir d'un risque éventuel de rupture de digue. Noyée sous plus de 10 000 mètres cubes d'eau par seconde, cette ville du Gard paiera le plus lourd tribut de ces inondations, 5 morts au moins. Heureusement, les éclaircies vont enfin permettre la décrue du Gardon et un nouveau balai de sauvetage. En fin de semaine, pourtant, les habitants d'Aramon traumatisés fuiront leur village, une fausse rumeur leur ayant fait craindre une nouvelle rupture de digue. Face à ces polémiques, les pouvoirs publics opposent le caractère exceptionnel des événements et le mauvais concours de circonstances. Il y a eu l'onde de choc qui a frappé aussi bien les services de l'État que tous les autres services, les personnes privées, les particuliers et les entreprises. Il y a eu des problèmes de télécommunication très graves qui ont frappé aussi bien les villes que les services de l'État. Mais je ne constate pas, moi, de dysfonctionnement des services de l'État au moment de l'alerte, sous réserve de vérification qu'on est en train de mener.
Après avoir été coupé du monde pendant près de 24 heures, Alès pense ses plaies. Mais le sentiment d'avoir été oublié n'est pas encore cicatrisé à l'heure du nettoyage. Tout est perdu. Les meubles, le lit de mes enfants, tout est sans dessus-dessous. Tous les gens dans ce secteur, qui est quand même un milieu défavorisé, ben, ils ont besoin d'un coup de main, quoi. Dans les établissements scolaires, les dégâts sont aussi importants. Dans le lycée technique, il faudra plus d'1 mois pour remettre en état les machines. 1 millier d'élèves devront peut-être être envoyés en stage pendant ce temps ou occupés différemment. Ce qu'il faudrait venir voir, c'est la structure métallique. On voit que c'est le plus impressionnant à nos machines. Le ministre de l'Éducation, Luc Ferry, vient sur place. Il annonce lui aussi des aides. Mais les premières urgences sont essentiellement alimentaires. Vous savez, monsieur, on en a pris une bonne quarantaine de litres. Des unités mobiles de production et de traitement d'eau potable sont installées. 30 000 personnes peuvent ainsi être alimentées en attendant le rétablissement de l'alimentation par conduite. Voilà, monsieur. Dans les centres d'accueil, il n'y a pas que des chaussures et des habits qui sont fournis pour dépanner. Du pain et de l'eau minérale sont apportés par l'armée. Vu qu'on nous aide un peu, on vient jusqu'ici, mais sinon il y a les cars qui viennent donner du pain, de l'eau, on fait avec ce qu'on a. Hein. Dans cette chaîne de la solidarité, rien n'est oublié. Les mairies fournissent outils et personnel si nécessaire. Les gens viennent, bon, je leur donne à leur demande une pelle, un seau, un balai, une serpillière, une éponge, bon voilà. Mais pour certains, le plus difficile des nettoyages, ce sera dans la tête. Dès que c'est fini, que l'expérience est passée et tout ça, je commence à prendre mes dispositions pour déménager, quitte à prendre un garde-meuble pour stocker dans un garde-meuble, mais je ne redormirai pas une nuit dans cet appartement, ça c'est sûr. 90% de la commune quand même a été sinistrée. Hein. Nous-mêmes, mairies et bâtiments communaux, écoles, ont été sinistrés à plus de 90%. On en a encore pour 6 mois avant d'être reconstruit définitivement, que c'est 6 mois, 1 année. On se lave tous les 3 jours, on mange, je vous dis comme on mange là, grâce aux associations qui sont mises en place, dire qu'on vit au jour le jour. 4 800 francs par mois, le retraite. Et il faut tout reprendre, tout racheter. On n'y arrivera pas, ça c'est sûr. Sûr qu'on est à la rue et qu'on n'y arrivera pas. À la rue aussi, les commerces de Sommières. Ils sont 119 sur 120 à avoir été la proie de l'eau dans une crue égalant et dépassant même par endroits celle de 1933. Heureusement sans victimes. Côté dégâts matériels, bien difficile encore aujourd'hui de dresser une estimation totale. Les priorités ont été de remettre en état le plus rapidement possible les voies de communication et les divers réseaux, quitte à laisser fermer les axes routiers pendant encore quelques heures. Les deux du Gard, bonjour. Pour le moment, toutes les routes du Gard sont coupées, monsieur. « 400 agents EDF ont ainsi été mobilisés pour près d'1 milliard d'euros de dégâts. C'est étalé sur environ 30 km de voies entre Alès et je dirais Gajan à peu près. Donc sur 30 km de voies, on a ces zones de désordre importants. De part et d'autre du Gardon, au droit du pont de Ners, il faudra plusieurs semaines pour remettre en état la voie de chemin de fer. Le temps de vérifier si les assises des ouvrages d'art n'ont pas été ébranlées. En attendant, les 9000 passagers mensuels de cette liaison Nîmes-Alès
devront changer de moyen de transport. Après les urgences des premiers jours, les gendarmes traquent les pillards et ceux qui se font passer pour des quêteurs du secours populaire. Pas de problème particulier, pas personne qui rôde autour de la maison, pas de voiture. Non. Les gendarmes plongeurs de la brigade nautique d'Agde ont mis en fuite 4 malfrats qui essayaient de forcer un volet roulant de magasin ici. Nous avons également interpellé la nuit dernière un roulotier qui profitait bien sûr du fait que des portes ne puissent être fermées, du manque de lumière pour commettre des délits. En Petite Camargue, c'est une autre traque qui commence, plus triste. Sur les centaines de taureaux et de chevaux que compte ce territoire, les disparitions se comptent par dizaines. Je cherche mes bêtes d'abord, ça fait 2 jours que je les cherche. Et j'en ai déjà 12 de mortes. Dans les carisseurs vont venir, il faut les sortir pour les mettre au sec pour qu'ils puissent les charger dans le camion. La colère du ciel et des eaux a gâché aussi les raisins non vendangés. Il a un petit goût de lit parce qu'il y a quand même eu plus de 2 mètres d'eau là. Donc très probablement les raisins sont limonés. Et à partir de là, je ne pense pas que le vin puisse être consommable. Donc on a vu l'expérience en 1958. On avait été obligé d'apporter l'essentiel de la récolte de la cave à la distillation. Plus de 40 000 hectares de vignes ont été ravagés, sans compter les autres exploitations. Par-dessus le feuillage en fait, hein. Ça passait, l'eau arrivait à peu près ici. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré le 18 septembre au journal officiel, 10 jours après la catastrophe. Les chambres de commerce et d'industrie viennent assister le millier d'entreprises sinistrées. Nous sommes là pour aider à prendre les premiers renseignements et après constituer des dossiers pour les organismes sociaux, pour un allègement ou une exonération des charges. Et s'il y a après des fonds d'aide qui arrivent, pouvoir monter les dossiers avec les personnes. 3000 maisons de particuliers endommagées, autant de visites d'experts d'assurance, bien souvent aussi un triste rappel des événements pour les sinistrés. Il faut montrer les dégâts, les factures, en sachant que les remboursements déduiront la vétusté du matériel et les franchises, mais il faudra bien tourner la page. Le sentiment que j'ai découvert d'un département vraiment saccagé sur un grand territoire, donc paysage, je l'ai dit, paysage de guerre pratiquement, des situations où on se croyait être revenu un siècle en arrière avec plus d'électricité, plus de moyens de communication, des gens paniqués complètement, des routes, des ponts emportés, des maisons éventrées, enfin vraiment une situation, un paysage type guerrier. Donc dans ce cadre-là, il y a la situation d'urgence qu'il a fallu tout de suite mettre en œuvre. Et avec les collègues qui étaient très proches de moi, qui étaient là ce jour-là, on a mis en œuvre donc les secours d'urgence qui allaient par des aides financières, puisque toute la partie opérationnelle était faite par les services de secours classiques, donc les pompiers d'abord, les gendarmeries, l'armée, etc. Mais beaucoup de gens quand même sur le terrain, et le Conseil général a porté ces aides d'urgence, qui étaient des secours financiers qui ont été doublés dans les premières heures de la catastrophe. Ça a été un premier point. Et puis, quelques semaines après, j'ai visité un grand nombre de communes, et surtout celles qui étaient les plus touchées. Donc, il y avait des problèmes sanitaires qui se posaient immédiatement. Donc, tous nos services au niveau du département, bien sûr, étaient sur le pont. Tous nos travailleurs sociaux, dans le cadre d'une cellule psychologique qui avait été menée. Un numéro vert qui avait été donné à tous les élus, également pour nous appeler, parce que les maires ont joué aussi également un grand rôle dans cette catastrophe. Et puis, il y a eu la deuxième phase, quelques semaines après, où le plan Orsec s'est arrêté, et où on est passé à la phase presque de reconstruction. C'est-à-dire, on n'était plus dans la situation de crise d'une ou 2 semaines, on était dans une situation qui était celle de penser à d'abord rétablir le nécessaire, tout ce qu'on pourrait appeler les organes vitaux de ce département, pour les traduire comme ça. Et ensuite, donc une cellule de crise a été constituée dès les premiers jours, bien sûr, mais ensuite, la phase de la reconstruction, comment on va participer à la reconstruction et comment on va aider. Alors aujourd'hui, quelques mois après, la reconstruction, l'heure de reconstruction a sonné. Le budget qui a été celui qu'on a voté il y a quelques jours a pris en compte cette reconstruction, notamment
avec les aides aux communes pour réparer un certain nombre de voiries, un certain nombre de dégâts causés dans les communes, donc des aides importantes. Près de 30 millions d'euros ont été votés là-dessus. Et puis, je dois dire aussi notre propre patrimoine, parce que le département a été lui-même atteint en plein cœur dans le cadre de ses collèges, dans le cadre de son réseau routier départemental. Je crois que c'est les deux essentiels. Et là, en effet, on a mis à la fois tous nos services sur le pont afin de réparer les collèges. Je dirais même, on pensait peut-être plusieurs semaines pour effectuer une rentrée des élèves, alors qu'au bout de quelques jours, on a pu que les 4 collèges qui ont été très fortement sinistrés réouvrent leurs portes avec tout des mécanismes parfois compliqués, mais enfin au bout de quelques jours, l'ensemble des élèves a effectué leur rentrée. Avec l'aide de psychologues, ils sont nombreux depuis la tragédie à apprendre à en parler. C'est normal d'avoir très peur qu'il y a des choses très graves qui se passent. Et si je vais dans ma maison, on se retrouve à la cave, parce qu'il y a des trous. Une vingtaine de morts, des disparus, 5 ans pour tout reconstruire matériellement. Puisse-t-on tirer des leçons d'une telle tragédie? Ce sont près de 2000 sapeurs-pompiers de France, dont 500 du Gard, qui sont intervenus pendant une semaine en urgence et un peu plus pour réparer certains dégâts. À cela, il faut ajouter la Croix-Rouge et les secouristes et les bénévoles communaux qui sont intervenus. Pour ce qui concerne le SDIS, on a évalué les dégâts causés au matériel et le surcoût dû à l'investissement humain à une somme de 4 millions d'euros. Bon, il faut savoir que le Conseil général du Gard a voté en urgence une somme de 2 millions d'euros et qu'entre les assurances et certaines aides de l'État et même de la Commission européenne, au total, le SDIS devrait pouvoir panser ses plaies financières. Moi, je pense aux victimes, c'est tous ceux qui ont tout perdu dans le cadre du logement, qui sont encore logés chez des familles, chez des amis, certaines en immobilium. Alors là, on est en train de répartir ce qu'on appelle la deuxième urgence, ces fameux fonds de solidarité, puisque notre département a bénéficié, je dois le dire ici, on peut en être fier, d'un immense élan de générosité, de solidarité, y compris avec des spectacles, le match de football dont tout le monde a en tête, avec les anciens champions du monde. Donc tous ces fonds aujourd'hui sont en train d'être répartis par la préfecture et nous-mêmes. Voilà ce que je pourrais dire sur cette catastrophe qui maintenant a 4 mois ou 5, mais qui a marqué très fortement notre département et qui va continuer à le marquer pendant très certainement encore peut-être 2 ans, 3 ans. Incontestablement, les sapeurs-pompiers du Gard, même aidés par les secouristes gardois, n'auraient pu faire face à une catastrophe d'une telle ampleur. Donc les sapeurs-pompiers des départements limitrophes et même quelquefois lointains sont accourus, ont fait un travail gigantesque, aidés aussi, il faut le dire, par les forces de la sécurité civile gérées par l'État. Au total, une vraie leçon de solidarité, incontestablement.